Avant votre épisode, on aimerait prendre une minute pour vous parler de ce qu'on peut faire pour vous. En plus de faire des podcasts, l'Académie de la qualité efficace est avant tout une entreprise de conseil en qualité système et opérationnelle. Si vous aimez nos podcasts, vous allez adorer nos interventions. Tous les détails sont sur notre site web. Ce sont exclusivement nos interventions qui nous permettent de faire ces podcasts, alors n'hésitez pas à parler de nous pour répondre à des problématiques sur vos sites, si vous avez besoin d'un renfort en ressources qualité, ou tout simplement à partager les épisodes qui vous ont marqué. Ça nous aide vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout pour l'instant publicité, et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 58 de la Postcaf, le podcast de micro, le podcast Good Manufacturing Podcast présenté par l'Académie de la qualité efficace. Alors, comment ça va Arnaud aujourd'hui ? Bah écoute, ça va bien. Période de Noël, on vient avec un petit cadeau pour les gens qui nous suivent. Je suis très content de jouer le Père Noël. Non, je suis ravi. Bon, ça, en plus, on peut le dire, hein, c'est le dernier épisode de l'année 2025. Donc, ouais, peut-être. Très probablement, mais du coup, non, je suis tout excité et donc super content d'être là. Alors vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui nous écoutent, nous avons mis en place une publicité. On va pas revenir dessus parce que vous la payez à chaque épisode. Mais si vous avez des retours sur cette publicité, donnez-les-nous. Voilà. C'est ce qui et si vous avez envie de mettre votre publicité, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais on mettra pas des publicités qui n'ont rien à voir avec la choucroute quand même. Hein. Attention, ne nous envoyez pas une publicité pour Coca ou je sais pas quoi truc quand même. Ou NordVPN. Bon, NordVPN. Voilà. Donc aujourd'hui petit épisode intéressant parce que on va présenter quelque chose que on a développé depuis de nombreuses années et qui arrive là grâce à tes dernières recherches à un peu l'aboutissement final de cette histoire. Enfin, est-ce que c'est l'aboutissement final ? On ne sait pas. Mais en tout cas, un aboutissement assez intéressant qui va être accessible à tout le monde. En tout cas, pendant les périodes des fêtes, là où il n'y a pas d'erreur humaine. Non, mais même au-delà, on va le laisser accessible un certain temps. L'objectif, c'est de le tester à mort, quoi. Ouais. Voilà. Donc, alors, Arnaud, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on en avait déjà fait, on a fait plusieurs épisodes sur le DT Mic Tool. On va peut-être pas représenter tout, on va en parler rapidement, mais on va pas présenter tout en détail. Ouais. De manière synthétique, parce qu'il faut quand même poser peu le cadre hein, de ce que c'est que ce DT Mic Tool, cet outil d'analyse d'erreurs humaines. Donc moi je te propose de poser 2-3 cadres. Effectivement, déjà c'est un outil qu'on a commencé à travailler en 2020. Voilà, donc ça fait 5 ans. On l'a travaillé avec un client chez qui on a déployé toute une démarche de réduction des erreurs humaines. Et depuis, cet outil fait partie intégrante de notre approche globale de réduction des erreurs humaines. C'est l'outil d'analyse des erreurs humaines. Donc, la démarche, il y a 2 axes. Réactif, on analyse les erreurs humaines. Proactif, on met en place ce qu'il faut pour qu'il y ait moins d'erreurs. Voilà. On va pas parler du proactif. Là, on est sur le réactif, on est sur l'analyse. On a une déviation où on a constaté une erreur humaine et on veut l'analyser. On a plein d'outils sur plein de sites, des checklists, des logigrammes, des machins, des trucs. Et nous, on avait construit cet outil avec ce client à l'époque, avec 2 éléments clés d'entrée. Le premier, c'est on part sur 5 grandes causes potentielles d'erreurs humaines. C'est d'où le DT Mic, documentation, doc, D. Formation, training,
T, charge mentale, mental workload pour le M, individual behavior donc pour le comportement et changement, change, le C. Et donc en gros, souvent les erreurs, donc après pas mal d'analyses, on a ces 5 causes qui ressortent le plus souvent. Documentation, formation, charge mentale, donc la pression, etc. Le comportement, je prends un raccourci consciemment et il y a eu un changement dans la pratique mais qui a été mal accompagné. Et on a intégré 3 facteurs extrêmement importants, et ça c'est vraiment la force de cet outil, en amont pour comprendre le contexte de l'erreur, sur la tâche sur laquelle ça s'est produit. Parce que finalement, on voit que dans le contexte, toutes les erreurs humaines ne sont pas les mêmes en fonction de la situation et du contexte. Exactement. Donc ces 3 facteurs, c'est la complexité de la tâche, la fréquence de la tâche et l'expérience de la personne. Et c'est marrant parce que ça fait le lien avec le podcast de la semaine dernière quand on disait un document qui doit être accessible, c'est quand on est sur une tâche qu'on fait pas souvent et qui est complexe. C'est là où on a vraiment besoin du document. Voilà, sur quelque chose qu'on fait pas souvent, le doc effectivement va probablement être plus une source d'erreur que quand c'est quelque chose que les personnes font tous les jours et qu'on le veuille ou non, ils retournent plus voir les documents. Je pose les bases, je vais pas détailler plus, mais c'est le principe derrière l'outil, c'est vraiment une liste de questions qui va creuser sur l'ensemble de ces axes, donc documents, formation, blablabla, mais qui va prendre en entrée les 3 facteurs, donc complexité, fréquence, expérience, pour pondérer les réponses à ces questions et te faire ressortir au final, dans ton contexte, cette erreur, les causes les plus probables sont celles-ci pour telle raison. Donc mécaniquement derrière, on a les axes, plein de questions. Pour chaque question et pour chaque profil de type de tâche, donc avec la fréquence, la complexité, etc. On a un score qui va nous dire est-ce que ça peut expliquer, est-ce qu'il y a un lien ou pas entre l'erreur et la réponse à cette question. C'est une mécanique déjà à l'époque en 2020 qui avait été assez complexe à construire et à améliorer donc parce qu'on l'a quand même retravaillé, déployé chez d'autres clients depuis et donc on l'a amélioré à chaque fois. C'est pas si simple que ça et du coup forcément on est dans l'ère de l'intelligence artificielle. Moi je me rappelle il y a 2 ans on voulait transformer notre outil qui est aujourd'hui sous un format Excel et qui rapportait à la fois des probabilités plus importantes de causes et des pistes de solutions qu'on avait préétablies. Mais aujourd'hui, avec l'ère de l'intelligence artificielle, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin. Et donc, ça fait maintenant quelques semaines que je travaille à intégrer cet outil-là dans un chatbot, un ChatGPT build, un ChatGPT Académie de la qualité efficace. Pour le moment, quelques éléments clés d'entrée. Il est effectivement hébergé complètement chez OpenAI. Il est... voilà. Et du coup, à terme, l'idée, c'est qu'on puisse le décentraliser et le mettre en autonomie sur nos propres serveurs avec, on est en train de travailler sur ça, avec nos propres modèles qu'on récupère grâce à des modèles open source, etc. Donc, qui pourraient à terme être déployés sur un site en vase clos, potentiellement. Mais néanmoins, c'est pas grave, parce que de toute façon, pour analyser une erreur humaine, il n'y a pas besoin. C'est ça. C'est très important. Il n'y a pas besoin de données confidentielles. Exactement. Et ça, c'est trop fort. Et donc, par contre, un autre point, c'est que on est à la fois, il est fini à 95%. Je suis encore en train de faire quelques petites adaptations, mais on va le tester en live avec vous. Je suis déjà vraiment satisfait des résultats plus que prometteurs. Et il nécessite aussi, pour le moment, on fera une version plus allégée, mais effectivement, comme il y a pas mal de calculs, pas mal d'analyses derrière, il nécessite, il vaut mieux avoir un compte ChatGPT étendu pour pouvoir arriver jusqu'au bout de la démarche, parce que sinon on va être bloqué au bout de 5-6 questions, parce que comme il y a beaucoup de calculs, si on a un compte gratuit, ça va bloquer. Toi, c'est les bases. Alors, pourquoi c'est intéressant d'avoir mis ça sur IA aussi, c'est parce que finalement, quand on lui met
en tout cas le champ, enfin je sais pas si on dirait un champ de contrainte, mais quand on lui donne en tout cas l'ensemble de la démarche et qu'on lui donne toutes les informations pour raisonner dessus, eh bien les réponses, enfin en tout cas ce qui est le plus intéressant finalement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les que faire dans quel type d'erreur. Eh ben c'est grâce finalement au fait que ça soit un LLM quoi, bah finalement ça va donner des solutions beaucoup plus abouties, beaucoup plus adaptées au contexte. Exactement. Et parce que on va, ouais, vas-y. Non, vas-y, continue. Parce qu'on va pas se le cacher finalement. Toute cette histoire d'analyse d'erreurs humaines, ça n'a qu'un seul but, c'est d'arriver à mettre une action efficace derrière l'erreur humaine. Alors, toi, on va pas revenir trop sur la politique de les erreurs humaines, ça existe pas, gna gna gna. Les erreurs humaines, ça existe, et en fait, elles sont. C'est pas. En fait, je pense que le fait que les erreurs humaines, ça existe pas, ça a été mal interprété. C'est plutôt que il faut pas. Enfin. Il y a qu'un certain très faible pourcentage d'erreurs humaines où on peut directement blâmer l'humain. Il faut souvent se poser la question sur son système et son environnement pour pouvoir résoudre le problème quoi. Et donc c'est là la force de cet outil, c'est que ça va finalement ouvrir à toutes les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude d'investiguer sur des erreurs humaines. Eh bien, ça va ouvrir complètement le champ des possibilités et surtout de la créativité sur les actions à mettre en place lorsque on est face à ce qu'on appellerait une erreur humaine. Donc comme je dis souvent, le but de l'investigateur et finalement du système qualité, c'est d'arriver à construire un système aussi fiable et sûr pour l'utilisateur que l'électricité à la maison quoi. C'est-à-dire que l'électricité à la maison, tu peux pas t'électrocuter, c'est pas à moins que tu foutes une fourchette dans la prise, et là tu vas t'électrocuter. Alors donc c'est très compliqué avec la complexité des processus dans l'industrie pharmaceutique, mais néanmoins, c'est l'objectif vers lequel il faut tendre. Et donc c'est grâce à des outils comme celui-là qu'on va pouvoir petit à petit, au fur et à mesure des opportunités d'amélioration, c'est là que ça prend tout son sens. Tout le monde dit ouais les déviations c'est des opportunités d'amélioration et tout ça. Et bien du coup c'est vraiment grâce à la créativité des personnes sur les erreurs humaines qui sont effectuées pour dire effectivement sur ce truc-là, enfin sur ce petit morceau de process, on pourrait améliorer ça pour que ça soit encore plus sûr pour le futur. Et donc c'est grâce à cet outil qu'on va pouvoir trouver des idées d'action intéressantes à mettre en place. Très bien, c'est des bons points d'introduction. Je vais finir l'introduction avant qu'on se lance dans le test en temps réel. Attention, c'est le saut dans le grand bain parce que comme je le disais, il y a encore des petits paramétrages en cours, donc ça se trouve ça va nous sortir des trucs complètement pourris. Non, j'y crois pas parce que les premiers tests sont plutôt concluants, mais quand même. Non, dernier point pour finir cette introduction. En travaillant sur le développement et donc l'adaptation de notre outil classique DTMic à l'IA, moi j'ai aussi intégré un certain nombre de références bibliographiques pour agrémenter, améliorer aussi notre approche et les propositions d'action aussi effectivement. Et tout ça, je l'ai documenté pas à pas. Parce que l'objectif, alors oui, vous allez pouvoir l'utiliser, comme ça sur Internet, dire tiens, je vais analyser, etc. Vous verrez, il y aura un rapport clair qui ressort que vous pourriez utiliser dans vos rapports d'investigation. Et l'idée, c'est d'avoir aussi, donc j'ai fait un document maître qui explique l'ensemble pour supporter la démarche si d'aventure un site souhaite l'implémenter complètement sur son site. C'est un document avec des éléments qui expliquent et qui permettent d'expliquer à un inspecteur toute la démarche qu'il y a. C'est pas un truc complètement flou où on a une IA, on sait pas comment elle marche, mais elle marche. Là, vraiment, j'ai pris ce parti de construire le truc pas à pas et de le documenter pas à pas pour avoir un truc inspection ready, quoi. Est-ce que tu veux dire que tu as validé une IA? J'en suis pas à la valider, mais au moins tout est expliqué sur la démarche, sur comment elle fonctionne, sur les logiques qu'il y a, sur les scorings qu'il y a, et derrière, les gens peuvent regarder et comprendre le moteur en fait. Après, j'irai pas jusqu'à la valider. Et attention, c'est
effectivement, c'est important aussi. C'est voulu comme un outil d'aide à analyser, à structurer la réflexion et à proposer des actions. C'est pas un outil d'aide à la conformité. D'accord ? C'est vraiment comme un coach. C'est comme si nous, on posait des questions à l'investigateur sur les erreurs, quoi. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, est-ce qu'on n'irait pas voir un peu... Faire un tour. À quoi ça ressemble ? Yes, allez, c'est parti. Alors, pour tous ceux qui nous écouteraient en podcast, après l'épisode, il est sur YouTube. Il sera sur YouTube pour tout le monde, pour si vous voulez voir. Mais après, normalement, c'est quand même audio friendly parce qu'on va quand même lire un peu tout ce qui en sort et tout. Exactement. Donc on arrive sur notre chat GPT, donc on fera comment dire, un lien, un montage de blanc. Non, on partagera un lien. Donc on va arriver ici et du coup on va partir sur on arrive sur notre DT Mike analyse des erreurs humaines, votre coach académie de la qualité efficace pour vous aider à analyser les erreurs humaines sur votre site de production pharmaceutique. Pour une analyse complète sans interruption, un compte ChatGPT avec accès étendu est recommandé. Donc je commence, j'ai une erreur. Un compte accès étendu, c'est le truc à 20 €, c'est ça, non ? Ouais. 18 ou 19. $20. Donc j'ai une erreur humaine à analyser. Donc là, je lui ai dit, j'ai une erreur humaine à analyser. Première question qu'il me pose, peux-tu décrire brièvement ce qui s'est passé ? Tâche réalisée, contexte, moment où l'erreur est survenue. Aucune donnée confidentielle nécessaire. Et ça, c'est important. Hein. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser, même si les données elles partent dans le chat GPT. On n'a pas besoin de mettre de données, de nom de produit, de numéro de lot, de nom de personne, de site, etc. Vous allez voir. Hein. Donc je sais pas. Est-ce que tu veux que je commence moi avec un cas ou est-ce que toi tu veux proposer un cas ? Alors mon cas, c'est un cas que j'ai vécu moi quand j'étais en production de nuit. Je l'ai pas encore testé celui-là. Donc on va voir. Donc ce qui s'est passé, c'est que donc c'est durant l'équipe de nuit, une opératrice s'est trompée dans les branchements sur le tableau de pontage entre la cuve de stockage et la ligne de remplissage. Le produit s'est répandu sur le sol. Voilà. Donc je lui ai posé un peu le contexte. Vous voyez, j'ai donné aucune information confidentielle. Donc là, première question, est-ce que la tâche concernée plutôt simple ou complexe ? Alors si elle est critique, on peut aussi le préciser. Donc est-ce que c'est simple ou complexe ? En vrai de vrai, le branchement sur le tableau de pontage, c'est pas si simple parce qu'il y a plein d'arrivées, il y a plein de cas possibles et donc dans le contexte de cette erreur, c'était plutôt, on va dire, complexe. Par contre, c'est critique parce que sinon le produit se répand. Enfin voilà, en gros, si on se trompe dans le branchement, ça part dans l'atelier et c'est sur le sol. Ok. Donc là, il me pose la question suivante à quelle fréquence cette opération est-elle réalisée ? Plusieurs fois par jour, quotidiennement, hebdomadairement. C'est là que ça devient intéressant, c'est que dans ce cas-là, c'est un branchement comme ça, ils le font tous les jours. Sauf que cette personne-là, je crois que c'est la première fois qu'elle en faisait un. On était en équipe de nuit. C'est quotidien, donc, mais expérimenté. C'est quotidien, non, mais pas expérimenté du coup. Oui, pas expérimenté avec ça. Mais c'est la première fois que cette personne faisait ce branchement. Faut lui faire un rappel opérateur. Depuis combien de temps cette personne réalise-t-elle cette tâche ou occupe-t-elle ce poste ? Et ben là, elle est sur le poste depuis un moment, mais cette tâche, c'est la première fois. Vu qu'on va se concentrer sur la tâche, c'est la première fois qu'elle fait la tâche. Voilà, donc là, on a posé le décor. On a nos 3 éléments, complexité, fréquence, expérience. Première question, le document décrivant le branchement était-il disponible et accessible au moment de l'action ? Non, aucun document n'existait. Ah ouais. Ouais. La personne avait-elle reçu une formation spécifique à ce branchement avant de le réaliser ? Pas de formation. La personne n'était pas habilitée à faire ce branchement. Et voilà. Y a-t-il un changement récent concernant cette opération ou ce branchement ? Alors, intéressant, il y a eu une opération de maintenance. Le détrompeur n'a pas été réactivé.
Ouh. Le changement lié à la maintenance a-t-il été formalisé et communiqué aux équipes? Non. Le changement lié à la maintenance a-t-il été accompagné sur le terrain au moment de la reprise? Non. Du coup, là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a eu un changement, mais qu'il a même pas été repris, en fait. Ouais. La mise en œuvre du changement après maintenance a-t-elle été vérifiée avant la remise en service? Non. C'était un détrompeur du genre, si c'est pas le bon chemin qui est plugué, Exactement. Ça arrête. La tâche était-elle réalisée sous une contrainte de temps ou de volume inhabituel durant l'équipe de nuit? Ça, Non, c'est intéressant parce que mais- rarement on se demande ça si on n'a pas une peu d'expérience dans le domaine de... Pas d'opérateur de fabrication disponible. Donc c'est l'opératrice de conditionnement qui a fait le branchement. La journée, c'est l'opérateur de fabrication qui fait ses branchements. L'opératrice devait-elle gérer plusieurs tâches en parallèle? Non, il n'y avait que ça. L'opératrice a-t-elle été interrompue pendant une étape critique du branchement? Non, pas du tout. L'environnement de travail rendait-il le branchement plus complexe que d'habitude? Non, pas particulièrement. Il faisait noir. Il faisait noir. Un double contrôle était prévu ou attendu pour ce branchement avant la mise en circulation du produit? Non. Théoriquement un peu quand même. Habituellement, Ouais. il y a un détrompeur. Ah, c'est pas un double contrôle par une autre personne, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. L'action réalisée était-elle conforme aux pratiques normalement attendues dans cette situation, compte tenu de l'absence d'habilitation et de détrompeur? Alors, l'action réalisée était-elle conforme? Bah non, en fait. L'opératrice, elle aurait pas dû faire ce branchement, elle aurait dû demander à son superviseur, en l'occurrence c'était moi à l'époque, hein, mais elle est pas venue me demander, tu vois, je jure. La personne habilitée à décider ou valider ce type de branchement a-t-elle été consultée avant l'action? Non, elle a pas consulté, elle a fait son branchement, elle a envoyé et... La personne pouvait-elle avoir conscience du risque lié à ce branchement, notamment l'absence de détrompeur et d'habilitation? Elle savait pas, là, du coup. Je pense pas, parce que du coup... Tu peux rajouter peut-être ça, hein. Non, elle pense pas... Ouais, je ne pense pas, car l'opératrice en question, je m'en rappelle très bien, elle était plutôt consciencieuse, et donc si elle connaissait le risque, elle l'aurait pas fait, clairement. L'action a-t-elle été réalisée en prenant un raccourci par rapport à l'organisation normale? Non. Ce mode de fonctionnement est-il observé ou toléré habituellement dans l'équipe, notamment de nuit? Alors, le branchement par une opératrice de conditionnement non habilitée, après interrogation de l'équipe, était courant la nuit. On n'avait pas de fabricant. Existe-t-il habituellement un contrôle, un feedback ou une vérification a posteriori sur ce type de branchement lorsqu'il est réalisé de nuit? Non. Résultat de l'analyse. Cause la plus probable, changement. Cause secondaire, documentation, formation, comportement. Cause non retenue, charge mentale. Facteur clé ayant contribué à l'erreur. Suite à une opération de maintenance, le détrompeur n'a pas été réinstallé, supprimant une barrière technique essentielle. Et ça, c'est vrai. Ce changement n'a fait l'objet d'aucune formalisation, communication ni accompagnement terrain avant la reprise. Et ça, c'est vrai. Aucun document décrivant le branchement n'existait pour sécuriser une tâche complexe et critique. Le branchement a été réalisé par une opératrice non habilitée sans formation préalable sur cette connexion. J'ai une question quand même, t'avais pas dit que c'était facile? T'as dit que c'était complexe? Je sais pas. Non, j'avais dit que c'était complexe. Parce que tu sais, le tableau de montage, il y a plein de trous d'arrivée, machin, tu peux facilement te planter, quoi. La pratique de réaliser ce branchement par une opératrice de conditionnement la nuit était courante et non contrôlée. Piste d'aide à la résolution. Sécuriser systématiquement les remises en service post-maintenance par un contrôle formalisé des dispositifs de sécurité, dont des trompeurs. Formaliser et communiquer tout changement impactant une tâche critique avec accompagnement terrain avant reprise. Ça aurait pu être intéressant, effectivement, de dire attention, des trompeurs désactivés, tu sais, sur Exactement. sur de la botte pontage, quoi. Définir clairement les règles d'habilitation pour les branchements critiques, y compris en horaire de nuit. Ça, c'est clair que c'était un gros trou dans la raquette. Mettre en place un support documentaire simple et immédiatement accessible pour les branchements non triviaux. Ça, c'est un truc que j'ai fait moi après coup. Revoir l'organisation de nuit afin d'éviter les adaptations locales non sécurisées. L'investigateur reste le seul responsable de l'analyse. Ce résultat constitue une aide à la réflexion, à la structuration du raisonnement et ne se substitue pas au jugement professionnel. Donc là, on a un premier élément. On peut lui demander de préparer un rapport détaillé pour le copier-coller dans un ordre. Pour coller dans notre investigation. Je veux le rapport. Donc là, il va avoir un truc plus poussé. Hein.
Rapport détaillé, résumé factuel. Donc, lors de l'équipe de nuit, une opératrice de conditionnement a réalisé le branchement entre une cuve de stockage et une ligne de remplissage via un tableau de comptage. Le branchement a été effectué de manière incorrecte, entraînant un déversement du produit sur le sol. La tâche était complexe et critique, avec un impact direct sur la sécurité, la qualité et l'environnement de travail. Cette opératrice réalisait ce branchement pour la première fois et n'était pas habilitée pour cette opération. Ça c'est cool parce que déjà ça peut mettre, ça te permet parce que tout le monde a la flemme de faire ce petit résumé, même si ce petit résumé il prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Tout le monde a la flemme de le faire et là du coup en répondant aux questions finalement et en donnant, en effectuant finalement l'analyse, il te permet d'avoir directement ce petit résumé. Donc ça c'est assez intéressant. Exactement. Donc profil, tâche, opérateur, donc complexité de la tâche complexe, criticité élevée, fréquence de la tâche quotidienne, ancienneté de la personne, première réalisation, donc non expérimentée. Contexte spécifique, absence d'opérateur de fabrication disponible en équipe de nuit, réalisation du branchement par une opératrice de conditionnement, pratique connue et courante de nuit bien que non formalisée. Analyse détaillée par axe changement retenu, cause la plus probable. Une opération de maintenance récente a modifié l'état du matériel. Le détrompeur constituant une barrière technique majeure contre l'erreur de branchement n'a pas été réactivé. Ce changement n'a pas été formalisé, n'a pas été communiqué aux équipes, n'a pas été accompagné sur le terrain, n'a fait l'objet d'aucune vérification avant remise en service. Ce changement non maîtrisé a directement créé un contexte propice à l'erreur humaine sur une tâche critique. C'est vrai, hein ? C'est clairement ça, quoi. Axe secondaire, documentation. Aucun document décrivant le branchement n'existait pour une tâche complexe critique et réalisée par une personne non expérimentée. L'absence totale de support documentaire constitue une faiblesse majeure du système. Tout à fait d'accord. Ça, c'est vrai. L'opératrice ne disposait d'aucune aide formalisée pour sécuriser son action. Formation. Axe secondaire. L'opératrice n'avait reçu aucune formation spécifique pour ce branchement. Elle n'était pas habilitée à réaliser cette opération. Le transfert de compétences était inexistant alors même que la tâche était complexe et critique. La formation ne constituait donc pas une barrière opérationnelle dans ce contexte. Donc c'est normal de le retenir. Axe comportement. L'action n'était pas conforme aux pratiques attendues, absence d'habilitation, absence de validation. Toutefois, l'opératrice n'avait pas conscience du risque réel. Elle a agi dans un cadre organisationnel où cette pratique était courante la nuit. Aucun contrôle ni feedback n'existait pour recadrer ces pratiques. Le comportement observé est une adaptation locale à une organisation dégradée et non une prise de risque consciente. Et ça, je trouve ça trop fort. Je trouve ça trop fort. C'est beau, ça. C'est trop fort. Et enfin, on a l'axe charge mentale, l'attention des personnes qui est non retenue, pas de contraintes de temps inhabituelles, pas de multitâches, pas d'interruption, environnement de travail non dégradé, charge mentale n'explique pas la survenue de l'erreur dans ce cas précis. Donc facteur clé de contributif, suppression d'une barrière technique, absence totale de gestion du changement, tâches complexes et critiques par une personne non formée, non habilitée, absence de documentation. Donc là, il résume. Piste d'amélioration proposée. Mettre en place un processus de remise en service post-maintenance incluant la vérification systématique des dispositifs de sécurité. Formaliser et tracer tout changement impactant une tâche critique avec une communication ciblée aux équipes concernées. Clarifier et sécuriser les règles d'habilitation, y compris pour les équipes de nuit. Créer un support documentaire simple et visuel pour les branchements critiques accessibles au poste. Ça, c'est ce que j'ai fait, moi, après cette erreur. Revoir l'organisation de nuit afin d'éviter les adaptations locales non sécurisées. Et voilà. Et donc là, c'est quand même ça. Et finalement, encore une fois, là, juste avec la discussion finalement avec l'opérateur qui a fait l'erreur humaine, tu peux remplir ça tranquillement et t'as quand même un beau truc pour étayer ton analyse. Pour étayer ton analyse et surtout des bonnes idées d'action, quoi. Exactement. Autre que, on a fait un rappel opérateur, la prochaine fois, tu auras gaffe avec tes branchements, quoi. Et c'est exactement ce qui a été fait au niveau du site, hein. C'est de dire, on va convoquer l'opératrice, on va lui faire un rappel. Et moi, j'étais le seul à me battre, à dire, mais attendez, on n'a pas d'opérateur de fabrication, les gens la nuit, il y a personne qui est habilité, et on n'a pas de document qui explique comment faire le branchement correctement. Et en plus, il y avait ce détrompeur qui a été désactivé sans qu'on soit informé. Et la réaction première des personnes, de mes responsables, donc de responsables de l'atelier, c'était de dire, l'opératrice, elle a fait une connerie qu'elle aurait pas dû faire, il faut qu'on la convoque et qu'on fasse une sensibilisation ou un recadrage, je me rappelle plus exactement, hein, mais non, en fait.
Donc, j'aimerais bien vous y voir. C'est tous ces gens qui disent ça. Et j'aimerais bien vous y voir, vous, la nuit, en train de faire des branchements. Ouais, mais c'est ça, hein, franchement, quand t'es là la nuit et quand tu te retrouves, moi je me rappellerai toujours de ce cas parce que tu te retrouves à minuit à devoir, alors en l'occurrence c'était du shampoing, mais avoir tout ton atelier de fabrication avec 5 tonnes de shampoing répandu sur le sol. Voilà, tu fais bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais. Et on peut même lui demander d'aller plus loin, voilà, parce que là, du coup, vu qu'on a déjà passé une demi-heure, on n'aura pas le temps de faire un autre cas. Mais vas-y, formalise-moi les CAPA. Voici une formalisation de CAPA rédigée dans un style qualité inspection directement exploitable dans une déviation, une investigation ou un plan d'action. CAPA 1, sécurisation du changement critère d'efficacité. Action corrective et préventive. Cause traitée, changement non maîtrisé, action, mettre en place une vérification formalisée de remise en service après maintenance, incluant la présence et le bon fonctionnement des dispositifs anti-erreur. Délivrable attendu, checklist de remise en service intégrée au processus maintenance. Responsable maintenance ingénierie à définir par le site. Échéance cible à définir. Critères d'efficacité, 100% des équipements remis en service avec checklist complétée et archivée. Alors ça a l'air simple en vrai, mais c'est méga chaud comme action parce que sur le principe, il faut que tu te poses la question pour chaque équipement, quels sont les organes de sécurité importants à vérifier avant de machin. Et bon, après, tu pourrais faire un truc moins formel en disant que le mec se pose la question, est-ce qu'il a touché un organe de sécurité pour la production qui sécurise. Mais c'est chaud ça, hein. Enfin c'est chaud, c'est bien, hein, mais c'est pas facile. Mais après, tu pourrais pousser le truc. Hein, donc là, ChatGPT des listes de... On a arrêté de réfléchir, ça y est. Adapter les CAPA à ton modèle interne de déviation. Donc hier, j'ai fait un exemple. Il m'a même proposé de me structurer les CAPA avec les champs de TrackWise pour pouvoir faire les copier-coller directement. Bon, en sachant que d'un site à l'autre, le TrackWise peut être un peu différent, donc je sais pas comment il a fait ça, mais c'est assez fou quand même. Ouais. Ah non, c'est pas. Voilà, en fait, c'est justement cette génération de contenu adapté au contexte. C'est vraiment puissant. Ouais, complètement. Donc voilà, moi je suis assez satisfait. Franchement, ça marche mieux que notre outil historique. Je trouve que ça ouvre les réflexions et du coup ça c'est vraiment un bon point. Et puis du coup là l'objectif c'est de finir un peu les dernières adaptations parce que voilà, j'aimerais qu'il m'affiche un pourcentage d'avancement à chaque question parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et ça serait dommage de s'arrêter au milieu du chemin. Tester ça aussi avec des modèles ChatGPT qui permettraient de ne pas avoir forcément besoin d'un accès étendu ChatGPT pour l'utiliser. Et puis, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Noël, vous aurez la version telle que vous l'avez vue, accessible, et vous pourrez commencer à jouer avec pour analyser vos erreurs humaines. Allez le tester et puis faites-nous des retours dessus, ça serait super intéressant. Et oui, je suis en retard dans les posts d'épisodes, donc je sais pas quand est-ce que vous aurez droit à écouter cet épisode en pas live, mais en tout cas peut-être ça sera après Noël, mais voilà. Ouais, de toute façon, il sera encore accessible. Voilà, on va le laisser accessible quelques semaines, quelques mois pour le tester un max. Après, probablement qu'une fois qu'on l'aura un peu plus packagé et affiné, il sera accessible sur notre communauté. Donc tous les gens qui seront sur notre communauté pourront l'utiliser. Et puis il y aura toujours une version. Voilà, je suis en train de travailler sur un mode express, donc avec un peu moins de questions, des conclusions un peu plus macro, mais qui permettent quand même d'ouvrir la réflexion pour qui sera accessible gratuitement pour tous, quoi. Yes. Bon, en tout cas, merci à tous de nous écouter. Et puis, bonne amusez-vous bien et bonnes vacances tout le monde. Et à bientôt pour un prochain épisode. Bonne fête de fin d'année et à très bientôt, à l'année prochaine pour un prochain épisode.